D'abord, l'objectif de l'atelier, c'est de rappeler les fondements de la partie 2B. La partie 2B, je vous le rappelle, la partie 2B, c'est la partie qui traite du système d'information géographique. Et la partie 2B, en fait, c'est une constituante de la section 2 du manuel d'évaluation foncière qui en comporte 5 sections. La section 2, c'est entre autres les fichiers permanents. Donc, vous allez retrouver là-dedans les fichiers de mutation immobilière, vous allez retrouver entre autres, ça c'est la partie 2A. La partie 2B, c'est le système d'information géographique, c'est la porte d'entrée avec le fichier des mutations immobilières de toutes les données du rôle d'évaluation. Donc, c'est comment on constitue les données du rôle, c'est à partir de ça. Ensuite, vous avez la partie 2C qui est le dossier de propriété. Donc, tous les immeubles qui sont situés sur le territoire du Québec sont décrits. On vous indique comment les décrire dans cette partie-là, la partie 2C. Et finalement, les unités de voisinage. Donc, il y en a au moins deux qui vous touchent, c'est-à-dire la partie 2B et la partie 2D, puisque c'est intimement lié au niveau représentation, illustration géographique. Donc, on va essayer d'identifier, en fait, on ne va pas essayer, on va vous identifier les mises à jour de 2014 en présentant les grandes lignes de la partie 2B du MFQ. Et finalement, à la toute fin, mais encore là, je vous le dis, vous pouvez intervenir au fur et à mesure qu'on va présenter chacun des diapositives. Donc, période de questions, d'échanges et de discussion. On a 1h30 pour faire ça, on a à peu près une trentaine de diapos, donc on ne s'ennuiera pas, je suis convaincu. Les fondements de la partie 2B. En fait, c'est l'article 6 du règlement sur le rôle d'évaluation foncière qui a été pris par le ministre en vertu de l'article 263 de la loi sur la fiscalité municipale. C'est ça qui encadre la partie 2B. L'article 6 dit du règlement du rôle d'évaluation foncière, c'est que l'évaluateur tient à jour le système d'information géographique prévu à la partie 2B du manuel. Donc, c'est sa responsabilité à lui. Ce système comporte une carte du territoire où se trouvent les immeubles à évaluer et sur laquelle l'évaluateur indique chaque unité d'évaluation, chaque unité de voisinage et le système d'immatriculation des unités d'évaluation. Il faut se rappeler que l'évaluation, les dossiers de propriété, ils doivent être accessibles de toutes sortes de manières, et entre autres, l'immatriculation et la clé d'accès universelle qui permet d'accéder à toute donnée d'évaluation foncière. Et cette donnée géographique-là provient du système d'information géographique. Donc, c'est une référence spatiale. Et c'est la principale clé d'accès. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous en parler, c'est parmi les 3 clés d'accès possibles. Peu importe où on utilise un rôle d'évaluation, c'est les 3 clés d'accès possibles, il n'y en a pas d'autres. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est une question de confidentialité là-dedans. Le numéro matricule donné à l'unité d'évaluation conformément au système d'immatriculation doit permettre l'accès à tout renseignement recueilli, noté ou établi relativement à cette unité dans le cadre du processus de confection de tenue à jour du rôle. Donc, jusque-là, est-ce qu'il y a des questions? C'est vraiment ce qui est derrière le fondement de la partie 2B. Et ça, ce que je peux vous dire, c'est pas d'hier. Ça date de 1977, il y avait eu un décret suite auquel le ministre disait que chaque évaluateur du Québec, chaque évaluateur signataire, devait produire une carte géographique qu'on appelait à ce moment-là la matrice graphique. C'était fait à la main, tout dessiné à la main, où on constitue à partir de plans de balancement, parce que vous vous souviendrez qu'il n'y avait absolument rien qui était à ce moment-là cadastré, rénové. Donc, c'est de là que ça origine. Et c'est depuis ce temps-là qu'on fait des matrices graphiques au Québec. Ensuite, cette obligation-là est dévolue à l'évaluateur de constituer un site. Donc, section 2 du règlement sur le rôle d'évaluation foncière, l'article 3 à 6. Donc, il n'y a pas seulement la matrice qui a l'obligation, il y a aussi les dossiers de propriété, les tenir à jour, etc. Et comme les deux sont intimement liés, eh bien, ça lui est dévolu. Tous les renseignements qui servent à la confection et à la tenue à jour du rôle sont sous la responsabilité de l'évaluateur, incluant le CIL. Ça veut dire que même si lui a délégué sa responsabilité à un autre département de la municipalité, par exemple, il a quand même la responsabilité de son contenu. Donc, c'est pour ça qu'il doit y avoir des ententes entre les départements pour être sûr que les consignes qui apparaissent à la partie 2B vont être respectées. Ensuite, peux-tu revenir rapidement? Il y a tout renvoi au manuel signifie que l'évaluateur doit se conformer aux consignes qui y sont énoncées. Donc, ça, c'est le règlement des fonctionnaires. C'est vraiment, je dirais, ce qu'on retrouve comme consigne, c'est ce qu'on doit suivre. Parce que c'est au-delà du règlement, c'est le manuel, finalement, qui a force, qui a force à cet égard.
Modernisation en cadastre non rénové. Donc, doit-on faire, première question qu'on s'est fait poser lors de l'atelier d'octobre 2013, et aussi on a inclus les différentes questions qui ont pu nous être acheminées depuis, entre autres celles qu'on vous avait demandées. Donc, doit-on faire un sigle pour les territoires en cadastre non rénovés? Parce que plusieurs ont indiqué que ça avait pas de bon sens, parce que les territoires concernés par une rénovation cadastrale, il y en a plusieurs qui sont imminentes. Donc, pour ceux-là, nous, on est en recherche de solutions. Et évidemment, il reste à définir qu'est-ce qu'on entend par imminente. Ensuite, pour les territoires dont la rénovation n'est pas imminente, l'obligation de produire un cycle modernisé demeure. Donc, on n'a pas le choix, il faut faire un cycle modernisé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au moment où on avait fait notre enquête en 2010, il y avait 16 des municipalités qui avaient encore une matrice graphique papier. Mais ça n'a plus lieu au Québec. Donc, on est en 2014 et donc, un petit peu trop vite. Donc, pour les territoires dont la rénovation n'est pas imminente, l'obligation demeure. Et finalement, nous avons décidé de reporter à l'automne 2014, selon la mise à jour du bilan de la rénovation cadastrale. On était penchés sur la MRN pour savoir où ils en sont rendus à ce niveau-là. Puis on a fait des projections parce que vous savez que nous, la modernisation, ça se fait par vague de 3 ans. C'est-à-dire vague 2016, première vague, c'est là qu'est le gros des municipalités qui vont déposer. Après ça, 2017 et finalement 2018. Donc, ça veut dire qu'en principe, toutes les matrices graphiques devraient être modernisées en système d'information géographique à partir de leur entrée en vigueur en 2018. C'est-à-dire 2016, 2017 ou 2018. C'est la date ultime pour terminer le tout. Oui. Donc, où on en était rendu, on a fait une enquête qui est très récente. Ça date du 19 mars 2014, donc c'est hier pratiquement. Vous voyez, on a 549 municipalités pour lesquelles 100% du territoire est couvert. Ça représente 48% du territoire. C'est quand même pas rien, là, en date où on se parle. Il y en a 42% pour lesquels, c'est-à-dire 479, 42% pour lesquels le travail est commencé. Et finalement, il en reste 10% pour lesquels on n'a aucun mandat qui ont été attribués. Donc, non seulement le travail n'est pas commencé, mais il n'y a pas de mandat d'attribué. Et là-dessus, je peux décortiquer un petit peu ces chiffres-là. Excusez, je vais mettre mon handicap. Donc, parmi les 479, c'est-à-dire le 42%, c'est surtout ça qui nous intéresse. Donc, 206 seront faits à 100% l'année qui précède l'entrée en vigueur du rôle. Donc ça veut dire soit en 2016, en 2017 ou en 2018. L'entrée en vigueur du rôle, c'est le 1er janvier. Donc l'année qui précède, c'est le moment où on dépose le rôle, entre le 15 août et le 15 septembre. Donc durant cette année-là, on n'a pas regardé cette année-là, on a regardé l'année qui la précède pour les 3 dépôts possibles. Bien, il y en a 206 qui vont s'ajouter parmi les 42% qui paraissent là. Donc, ça veut dire que notre stock de municipalités qui vont avoir été rénovées, eh bien, va monter à 755. On va être rendu à 66%, c'est-à-dire les 2 tiers des municipalités du Québec. Donc, de ce côté-là, pour faire le travail, on a tout ce qu'il faut en main, au moins 1 an avant le dépôt du rôle, en tout cas jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est quand même pas rien. Ensuite, parmi celles qui restent, c'est-à-dire les 273 restantes, il y en a 226 qui seront couvertes à 100% l'année du dépôt ou durant le cycle qui suit. Ou encore une année plus tard, c'est-à-dire il y en a 41 qui vont être pour l'année plus tard. Donc finalement, on a au total 185 qui sont imminentes. Si on regarde parmi les 226, là, 185, 41, ça donne 226. Donc, on a 185 qui sont imminents. C'est-à-dire soit l'année du dépôt du rôle ou durant le premier cycle triennal, c'est-à-dire durant le cycle triennal du rôle concerné. Donc, c'est ça à quoi on réfléchit actuellement. On se demande, bon, est-ce qu'on ne donne pas un 3 ans supplémentaire, c'est-à-dire le cycle triennal du rôle concerné, pour dire, bien, vous n'êtes pas obligé, pour ceux-là, de moderniser tout de suite le système d'information géographique. Et ça exclut tout le reste. Le rôle d'évaluation, ça, il n'y a pas de passe-droit. Mais en ce qui concerne le système d'information géographique, ça serait probablement ce qu'on voudrait faire comme allègement de ce côté-là.
justement parce qu'on sait très bien que ça pourrait amener une double dépense, là, le fait d'être obligé de recommencer tout de suite 3 ans après qu'elle ait été modernisée. J'ai une question là-bas, oui. Quand vous dites de la partie du rôle, que c'est pas négociable, il faut que ça soit fait, la partie de terrain de cette fiche du rôle, on va partir de la matrice graphique pour peupler le rôle d'évaluation. Oui. Si on n'est pas obligé de faire la matrice modernisée, modernisée et à cause de la rénovation cadastrale, avec la rénovation cadastrale, s'il y a un décalage, l'information peut changer. Ce ne serait pas préférable de mettre la partie du terrain, du rôle, en lien avec c'est une bonne question. De la matrice. C'est une bonne question, puis je suis content que vous la posiez, parce qu'on en aurait parlé à la fin de toute façon. Mais je peux l'aborder tout de suite. Parce qu'effectivement, vous avez dans la modernisation du rôle d'évaluation, il y a 2 blocs maintenant qui permettent de décrire le terrain. C'est-à-dire c'est le même bloc, mais vous avez 2 possibilités, c'est-à-dire le terrain général, qui est le bloc 04 en passant. Donc, il y a le terrain général, qui est quand même sommairement assez rapide à décrire. Et vous avez quand même le terrain agricole et boisé, qui là, lui, est beaucoup plus substantiel comme description, même par rapport à ce qui existait auparavant. Donc, on vous demande, entre autres, des superficies de boisé, de type de boisé, etc. Donc, c'est beaucoup plus substantiel que ça l'était. Pour tout ce qui est renseignement, mais là, je dois tout de suite vous dire, d'ouvrir la parenthèse à l'effet que non, on ne peut pas, parce que le rôle d'évaluation, entre autres, l'évaluation du terrain est basée sur la description du terrain. Donc, c'est important qu'il y ait une description de fait. Ce qui existe actuellement dans les dossiers de propriété, c'est-à-dire ce qui est au bloc 79 pour le terrain, peut être facilement transformé en renseignement modernisé. Et c'est un minimum qui peut être utilisé pour évaluer le terrain en tant que tel. Ça ne change rien de ce côté-là. Vous l'avez déjà, cette information-là. On fait juste la transposer dans les nouveaux champs, finalement. Donc, ça, de ce côté-là, il n'y a pas d'allègement possible. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les nouveaux renseignements prescrits qui n'existaient pas auparavant, on ne demandera pas aux gens de faire l'impossible pour peupler ces champs-là s'ils n'ont pas été sur les lieux. Vous savez qu'il y a une règle dans la loi sur la fiscalité municipale qui dit que les données du dossier de propriété doivent être vérifiées, leur exactitude doit être vérifiée au moins une fois tous les 9 ans. Ça, c'est un minimum. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà de 9 ans, mais on peut aller moins que 9 ans. Ça, c'est l'article 36.1 de la LFM. Okay? Donc, la modernisation ne change en rien l'obligation de faire cette vérification-là. Okay? Donc, si vous ne l'aviez pas avant, on ne vous demandera pas de l'avoir maintenant. Mais on va respecter les 9 ans. Donc, vous devrez le peupler d'ici ce 9 ans. Donc, tout dépendant. Puis ça marche par dossier d'évaluation. Ça ne marche pas par rôle d'évaluation. Donc, c'est tout le temps une question. Vous savez, dans le dossier, on inscrit la date d'inspection, date complète, date partielle, etc. Inspection complète, inspection partielle. Donc, c'est là qu'on trouve notre réponse. On ne demande pas d'aller peupler ça plus rapidement qu'il faut, mais effectivement, vous allez le peupler souvent pour plusieurs renseignements à partir de la journatique. C'est un bon moyen, il faut l'utiliser. Oui. C'est dans le même sens. Par contre, en territoire non rénové, oui. Ces données-là, ça va être des prorata aux superficies qui sont au rôle et non pas parce qu'on sait que des fois la superficie au rôle et la superficie sur une matrice non rénovée, la superficie peut différer, du terrain peut différer. Donc, les données qu'on va produire au niveau du bloc 04, ça va être un peu au prorata. Ça ne sera pas vraiment la réalité. C'est logique ce que vous dites. Là. Ouais. Oui, ça va être au prorata. Ouais. C'est très logique parce que puis il faut tout le temps se dire que le rôle d'évaluation, c'est un outil pour fin de taxation. Il ne faut jamais oublier ça. Ce n'est pas un outil légal. Là. Ça ne vous donne pas les droits de propriété, ce qui est inscrit au rôle. Là. Mais à ce moment-là, est-ce que si une municipalité qui a été calculée comme ça au niveau de son bloc 04, quand, par exemple, si dans 3 ans, il y a une rénovation cadastrale, il risque d'avoir des changements. Puis de toute manière, avec un nouveau dépôt de rôle, ça va s'adapter en conséquence. Parce que le bloc 04 a le devoir d'être mis à jour avec les nouveaux dépôts de rôle? Non. Non? Non. Pas nécessairement. Et là, en fait, vous avez le devoir de le remettre à jour en fonction de l'article 36.1, c'est-à-dire aux 9 ans. Comme tous les autres renseignements qui sont au dossier de propriété. Donc ça, cette obligation-là, vous l'avez. Ça répond aux questions pour ce côté-là? Oui, merci. OK.
prochaine à cette date, on va vous présenter justement où on en est par rapport au territoire, mais en image. Une image vaut 1000 mots. Donc, tout ce que vous voyez en vert, c'est ce qui va être rénové officiellement à au moins 1 an avant l'entrée en vigueur du rôle. Donc, ça représente 66% du territoire. Oubliez le gris, là, qui sont les TNO. Puis ensuite, ce qui est en jaune, c'est ce qui est imminent. La baie James, c'est impressionnant, là, mais c'est pas grand-chose là, de toute manière. Mais il faut quand même les situer, ces unités d'évaluation-là. Ensuite, vous avez le rouge. Le rouge, c'est les municipalités pour lesquelles il n'y a encore aucun mandat. Il y a des coins où on peut se poser des questions, comment ça, c'est pas encore rénové, ou c'est pas dans le jaune, pourquoi il n'y a pas eu de mandat? Je n'ai pas les réponses pour vous. Mais effectivement, il y en a quelques-unes qui sont vraiment dans le secteur très, très développé, urbanisé, puis d'abord nous, on n'a pas commencé. Mais je n'ai pas cette réponse-là pour vous. Donc, c'est vraiment la situation actuelle. Et pourquoi on a attendu on se dit on va attendre à l'automne prochain pour dire que ça va être quoi vraiment imminent? Bien, c'est parce que ça évolue très rapidement actuellement. La MRN fait un sprint pour rénover le territoire. Et juste pendant la période de octobre 2013 à mars 2014, il y a eu 36 municipalités qui se sont ajoutées dans celles qui ont été rénovées. 7%, quand même pas rien. Donc, on peut penser que ça va être encore aussi important pendant les prochains 6 mois, d'autant plus que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Le fait qu'il y ait moins de ventes, le fait qu'il y ait moins de morcellement du territoire, etc., moins de construction, peut-être qu'il va y avoir plus de travail de disponible pour les arpenteurs, on ne sait pas. Donc, c'est ça. Je cède la parole à ma collègue pour la suite. On va se revoir tout à l'heure. Je vais prendre ton micro, Serge. Donc, c'est pas du nouveau. Qu'est-ce qu'un cycle? Je l'ai mis là un peu plus juste pour introduire le reste là, des diapositives qui vont suivre. Donc, le cycle nous permet il va remplacer la matrice papier pour ceux qui sont encore sur papier ou encore va venir remplacer un cycle existant, mais il va être cette fois-ci conforme au manuel. Il permet de stocker les renseignements géographiques utiles au rôle d'évaluation foncière, à l'évaluation foncière, excusez-moi. Il y a plusieurs thèmes de couverts dans le SIG du manuel d'évaluation foncière. Je vais vous les faire afficher. On les a regroupés en 4 grands thèmes. En fait, il y a tout ce qui a trait au repérage. On parle d'odographie, les odonymes, des choses de contexte. En fait, non, des choses vraiment de repérage qui nous servent à se repérer sur le terrain. Il y a l'assise, il y a la base qui compose notre SIG, ça va être nos lots qui vont former nos propriétés et nos unités d'évaluation. Je ne suis pas une spécialiste en rôle d'évaluation ou en évaluation foncière, donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Comme M. Alain m'a présenté dès le début, j'ai plutôt une formation en environnement, donc c'est un peu du nouveau pour moi. Donc, par la suite, notre cycle va contenir des limites de propriété, des superficies, des mesures qui vont venir se rattacher au lot. Et il y a tous les éléments de contexte également qui doivent être inclus dans le cycle. Donc, nos renseignements géographiques qu'on appelle dans le manuel, c'est nos couches, en fait, dans notre... soit qu'on est avec la technologie d'Esri, MapInfo ou AutoCAD, ça fonctionne tout pareil. On a des couches géographiques, cartographiques. Puis le SIG doit... En fait, les renseignements sont rassemblés en 6 sections. On parle de ceux qui servent de repères, ceux qui sont d'ordre administratif, ceux qui sont directement reliés à l'unité d'évaluation. Il y a plusieurs renseignements reliés au cadastre, qui sont très intéressants d'ailleurs. On a beaucoup de modifications en 2014 qui ont visé cette partie-là. On va les voir. Il y a tous les renseignements qui sont relatifs à l'unité de voisinage. Donc, c'est des renseignements qui sont intéressants également. Et finalement, tous ceux qui servent de repères. Cette section-là contient 31 renseignements obligatoires et maintenant 2 renseignements facultatifs. J'aimerais porter votre attention. Dans l'édition 2013 et antérieure à 2014, on avait 33 couches obligatoires.
Suite à certains commentaires, les gens nous ont mentionné que les grilles de section et les grilles de division étaient un peu superflues lorsqu'on était à l'écran. Donc, on a permis que ces renseignements-là deviennent facultatifs. Par contre, il reste obligatoire dans le SIG pour ceux qui désirent faire de l'impression. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas renommé non plus tous les, si je reviens à mon autre, c'est un petit peu flou, excusez-moi, mais les 33 couches qui étaient obligatoires, on les a gardées comme ça, numérotées, les numérotations ne changent pas, mais la couche 2 et 3, le renseignement 2 et le renseignement 3 deviennent facultatifs. Si vous voulez par contre imprimer, comme je vous disais, elles deviennent obligatoires. Donc, c'est un des changements majeurs, je vous dirais, de l'édition de 2014. Donc, rappelons un peu le fondement. On nous avait dit que le centroïde, pour localiser l'unité d'évaluation, c'était plus ou moins approprié en géomatique. Ça ne change pas, c'est juste un rappel que je vous fais, parce que c'est vraiment l'assise là, de... Tout le reste va découler du matricule, donc qui est formé des coordonnées X et Y, du centroïde, du polygone, du centre visuel du polygone, d'unité d'évaluation. Donc, c'est comme le disait Serge, notre clé universelle d'accès aux autres fichiers, aux autres informations, dont les fichiers permanents. Puis, on peut ajouter à ce matricule-là un dossier, un numéro de dossier, qui peut être utilisé là, en plus du matricule. Donc, on voit bien avec la transformation de Phillips là, comment arriver à notre matricule à partir des coordonnées X et Y. Peut-être juste une petite précision. C'est important de bien comprendre ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, il y a 3 clés d'accès. Quand vous allez consulter un rôle d'évaluation sur le web, puis en passant, il n'y a pas d'obligation de mettre ça sur le web, ni même le rôle, ni même le système d'information géographique. Par contre, si on le met sur le web, il faut respecter les mêmes règles que les règles de présentation qui sont prévues au manuel. Donc, pas parce qu'on le met sur le web qu'on peut faire des choses différentes. Mais il n'y a pas d'obligation à le faire. Donc, quand on consulte un rôle d'évaluation, il y a 3 clés d'accès. Et donc, on peut accéder à une unité d'évaluation à partir du matricule, on peut accéder à l'unité d'évaluation à partir de l'adresse de l'immeuble, on peut accéder à l'unité d'évaluation à partir du numéro de lot de l'immeuble. Pas question d'accéder à partir du nom du propriétaire, pour des raisons de confidentialité, encore une fois. Donc, tout système qui donnerait accès à partir du nom, ben, il déroge, il est dérogatoire. Donc, il devra être corrigé éventuellement. Donc, ça, c'est important de bien le comprendre. Et le numéro matricule, ben, c'est la clé d'accès universel. Pourquoi? Je vous ai parlé des 4 fichiers permanents tout à l'heure. Donc, ces 4 fichiers permanents-là, ils servent à toutes les sources au niveau de l'évaluateur. Donc, c'est important qu'on ait le même clé d'accès partout. Et le matricule étant le plus universel, puis en plus, il est géoréférencé, ben, c'est pour ça qu'on l'a pris. Puis, comme je vous le dis, c'est depuis 1972 que ce système-là a été développé. Et on pense que c'est le meilleur qui pouvait être pris à ce moment-là, puis qui demeure encore un des très bons performants. Merci, Serge. J'aurais une question. Au niveau de l'accès, est-ce que c'est dérogatoire de pouvoir simplement, si on est sur le web, par exemple, regarder le territoire, scroller, zoomer, puis on peut arriver à une unité d'évaluation, parce que ce n'est pas à travers une des clés que vous avez mentionnées? À partir du système d'information géographique? Oui. Non, ce n'est pas dérogatoire. Okay. Non, c'est comme si on faisait une recherche par adresse, par exemple. Oui, c'est ça. OK. C'est bon, Serge? Oui. Est-ce que ça fonctionne? C'est bon. On va utiliser Moi, c'est juste, tu sais, quand vous dites que les noms de propriétaires, c'est confidentiel, mais en même temps, tu sais, sur le compte d'évaluation foncière, ils apparaissent. Tu vas le voir, c'est Oui. ça. Mais c'est juste un moyen que ça soit moins accessible. Exactement. Parce que le nom du propriétaire, c'est quand même un renseignement qui est devenu par défaut public au sein du rôle, parce que le rôle, en vertu de l'article 73 de la LFM, il est public. Okay? La loi dit que c'est public. Donc, on peut le consulter, mais il faut bien comprendre que le législateur, quand il a fait ça, c'était dans le but de permettre aux gens de se comparer entre eux. Parce qu'au Québec, on a le droit de contester notre évaluation. Okay? Donc, on peut aussi, pour la contester, se monter certaines observations qui nous permettent de corroborer notre évaluation, puis de donner de l'argumentation aux gens qui vont écouter notre contestation. D'abord par une demande de révision et ensuite par, finalement, une contestation devant un tribunal. Donc,
Et je peux vous dire que c'est pas partout dans le monde qu'on peut faire ça, là. Donc, mais pour ça, il faut être capable de se comparer. Et souvent, le nom du propriétaire, ça permet de se comparer. Puis aussi, en même temps, il faut comprendre que le nom du propriétaire au sein du rôle d'évaluation, c'est quand même un élément majeur parce que on adresse de la communication au propriétaire. On fait un suivi aussi. Est-ce que le propriétaire a été changé lors d'une tenue à jour? Parce qu'il y a 200 000 ventes par année au Québec. Donc, ça veut dire qu'on change souvent de propriétaire. Donc, tout ça, ça doit être connu et bien encadré. Et de toute manière, au niveau du registre foncier, on peut savoir aussi qui est propriétaire. Donc, ça aussi, lui, il est accessible, il est public. Mais, encore une fois, il est accessible, public, mais en fonction de contraintes. Donc, et quelqu'un qui voudrait télécharger tous les noms de propriétaires, il faut que vous vous organisiez pour pas qu'il soit capable de le faire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas, il y a toutes sortes de craques informatiques, mais oui. Justement, sur le téléchargement de masse, y a-t-il des articles de loi qui l'interditent? C'est prévu par les règles d'intelligibilité du gouvernement. Au niveau de l'intelligibilité des données, des renseignements, en principe, on n'est pas. Il faut que ça respecte la fin pour laquelle ça a été développé. Donc, quelqu'un qui pourrait télécharger ça parce qu'il y a une faille dans les systèmes qu'on a montés, ça ne serait pas correct. Ça dérogerait. Il faudrait faire en sorte qu'on soit capable de l'empêcher de le faire. Parce que c'est pas dans ce but-là que ça a été monté. Un rôle d'évaluation. Et je vous rappelle, c'est pour des fins de taxation et pas d'autre chose. Tant mieux si ça sert à d'autres choses. Hein? En fait, moi j'ai compris que c'est pour des fins d'évaluation, pas de taxation. Le système d'évaluation foncière au Québec, c'est pour des fins de taxation. C'est la première fois que j'entends ça. Non, ça a été fait pour faire des taxes. Pour permettre aux municipalités de se. Pour évaluer, puis par la suite, pour faire de taxation. Au départ, là, en 1980, la loi sur la fiscalité municipale a encadré les rôles d'évaluation dans le but de donner une autonomie fiscale aux municipalités pour qu'elles puissent taxer là-dessus et aller chercher un maximum de revenus. Donc, il n'y aurait pas de taxation municipale basée sur les rôles d'évaluation foncière au Québec. Il n'y aurait pas de rôle d'évaluation foncière au Québec. On se comprend? L'idée, c'est rien que ça. Il n'y a pas d'autre chose. Mais il y a deux niveaux de gouvernement qui taxent à partir des rôles, les municipalités locales et les commissions scolaires. Ça génère 12 milliards de revenus par année. C'est pas rien. C'est important. Ça, c'est 70 des revenus des municipalités. Ça répond à votre question? Donc, on parle de notre centraide notre polygone, notre centraide visuelle du polygone. Une nouveauté qui n'a pas été incluse, j'aimerais ça porter votre attention sur celle-ci parce qu'elle ne se retrouve pas sur l'édition 2014 du manuel d'évaluation foncière. C'est la localisation du centroïde lorsqu'on a deux parties de l'eau, en fait. Donc, on continue à faire, on garde la même méthodologie qu'on avait auparavant. Dans le manuel d'évaluation foncière, présentement, il est stipulé que le point doit être placé où il y a le bâtiment. On revient un peu sur cette notion-là, parce que si on avait une unité d'évaluation qui était scindée comme à gauche, et qu'il n'y a pas de bâtiment, on décide de mettre le centroïde en bas, puis là, il y a un bâtiment qui apparaît. Est-ce qu'on doit changer le matricule pour le ramener où il y a le bâtiment? Ça avait un peu de non-sens. Donc, on garde maintenant ce qui prime, ce qui devra être fait, c'est que le centroïde devra être placé dans la partie la plus vaste d'unité d'évaluation, qu'il y ait un bâtiment ou qu'il n'y en ait pas. Si les deux parties sont de superficie égale, à ce moment-là, on va aller placer le point là où il y a le bâtiment. C'est bon, c'est clair? Il n'y a pas de questions par rapport à ça? Mais pour les terres agricoles, là, c'est comment ça. Juste pour savoir, là, une terre agricole, y a-t-il comme deux évaluations, un pour la terre et l'autre pour le bâtiment, puis ça fait un. Je sais pas si Effectivement. Et c'est vrai, c'est pas seulement pour la terre agricole, ça peut être pour n'importe quel terrain. Okay? Dans le sens qu'il y a toujours une partie qui est utilisable très comment je pourrais bien dire ça, qui est fortement utilisable pour les besoins du propriétaire. Pour les terres agricoles,
il y a comme 2 évaluations sur les 2 terrains. Ah, il peut y en avoir plus que 2. Ouais. OK. Mais encore là, il n'y aura pas d'évaluation en tant que telle. Il va y avoir plusieurs paramètres d'évaluation qui vont être utilisés pour une terre agricole. Ça peut être des paramètres pour le type de sol, ça peut être des paramètres pour le type de boisé, ça peut être des paramètres aussi pour la partie à vocation non agricole, ce que vous appelez là où il y a la propriété, entre autres, et peut-être certains accessoires non agricoles également qui sont déposés. Donc, sauf qu'au sein de l'inscription au rôle, ça va être ça va être des inscriptions, des répartitions fiscales qui vont apparaître au bloc 98, là où il est inscrit la valeur. Donc, c'est des répartitions fiscales qui vont apparaître là, qui vont tenir compte du fait que les immeubles à vocation non agricole vont être taxés différemment des immeubles à vocation agricole. Okay. Mais pour l'évaluation, il peut y avoir plusieurs paramètres là, qui vont être utilisés pour la même unité. Donc, on continue. Un autre point irritant qu'on nous avait fait part lors de l'atelier en octobre, c'est que l'utilisation du NAD 83 SCRS serait inappropriée. Entre autres, on me répète souvent que le ministère des Ressources naturelles vous fournit le plan cadastral en NAD 83 d'origine. Donc, à cela, nous répondons que le NAD 83 SCRS demeure obligatoire. Il y a plusieurs avantages. Le MRN a fait un super beau document là-dessus pour cibler les avantages de NAD 83 SCRS. Je sais qu'il n'est pas encore beaucoup répandu. C'est encore beaucoup du NAD 83 d'origine qu'on utilise. Par contre, le manuel a été élaboré pour répondre aux années à venir. Et on sait que dans les années à venir, le NAD 83 SCRS deviendra la norme. Donc, on ne voulait pas publier déjà une norme désuète. C'est pour ça qu'on oblige le NAD 83 SCRS. Par contre, on amène une souplesse parce qu'on sait qu'il y a un déplacement entre le NAD 83 d'origine et le NAD 83 SCRS. Qui dit déplacement dit matricule qui doit être bougé. Et là, on ne voulait pas que tout le monde commence à bouger leur numéro de matricule. On alloue une zone tampon de 1 mètre autour du matricule, donc autour du centre visuel du polygone. Le 1 mètre, il faut bien sûr, la prochaine phrase, je la mettrai, le 1 mètre a été décidé suite à l'évaluation par le ministère des Ressources naturelles du déplacement du NAD 83 d'origine et du NAD 83 SCRS, où est-ce qu'on observe les plus grands déplacements en X et en Y. C'est bien sûr à Val-d'Or, désolé pour les champs de Val-d'Or, mais on remarque que c'est du 51 et du 55 cm de déplacement. Donc, on est en deçà, bien en deçà du 1 mètre de rayon autorisé autour du matricule. Donc, oui, on peut garder le même numéro de matricule. Par contre, il faut déplacer le centroïde visuel du polygone. Il faut le ramener sur le numéro du matricule pour que ça concorde, qu'il n'y ait pas de différence. Donc, l'argument de ça va coûter cher à faire toutes les matricules ne tient plus. On est bien content pour ça, pour vous. Ça l'allège beaucoup, oui. Dans certains cas, ça va s'occuper de la propriété. Ce sont des propriétés Il y aurait des propriétés moins d'1 mètre. Il y a des petites propriétés à Montréal, par exemple. Ouais, comme une prescription, maintenant. À ce moment-là, il faudrait changer, je crois. Il faudrait ramener au centroïde visuel. Ça va quand même être des cas exceptionnels, j'imagine. Ça peut être des cas exceptionnels, mais à ce moment-là, il faudra le changer, tout simplement. Il faudra changer le matricule. Mais c'est vraiment des cas d'exception. Donc, probablement qu'on l'aurait fait, même si on avait passé de NAD 27 à NAD 83 ou autrement. C'est sûr qu'on a passé de NAD 27 à NAD 83. Vous l'avez changé. On a changé les matricules dans tous les cas. Oui, tout à fait. Ça, c'était obligatoire. Oui. Si on ne change pas les matricules. Je peux vous dire qu'il y a des municipalités qui n'ont pas encore changé, qui vont changer. Fait que là, tant qu'à changer, on va passer pour le SCRS. Hein. Mais c'est ça que on n'est jamais capable d'atteindre la perfection là, avec des changements comme ça pour pas que ça. Est-ce que le ministère va fournir le cadastre en format SRS? En fait, j'y arrive. Le ministère des Ressources naturelles va éventuellement vous fournir le cadastre en SCRS. On a tous hâte. Malheureusement, c'est pas moi qui leur dis quoi faire. Ils sont autonomes, ils sont grands. Par contre, il y a des outils qui sont mis à votre disposition. Le grid de CIREC qui est utilisé pour la conversion du NAD 83 d'origine vers le NAD 83 SCRS. Il est disponible sur le site web du ministère des Ressources naturelles. Il y a également possibilité de communiquer avec moi au niveau de la géomatique du MAPRO.
j'ai les fichiers déjà configurés pour effectuer la transformation, ceux qui utilisent la technologie d'Esri. Désolée pour ceux qui n'utilisent pas la technologie d'Esri, je ne me suis pas attardée à savoir comment intégrer la transformation dans tous les logiciels. On travaille avec Esri au Mamro. Ceux qui sont intéressés, je peux vous fournir la petite procédure avec les fichiers déjà configurés que vous avez juste à les nommer dans le bon répertoire sur votre ordinateur. Et à ce moment-là, la conversion se fait à l'aide du grip de CIREC, mais il n'y a pas de possibilité d'erreur lors de l'implémentation de cette transformation-là parce qu'elle ne vient pas d'emblée avec le logiciel d'Esri. Quand on transforme des données géographiques, des couches d'informations géographiques du NAT 83 d'origine vers du SCRS, les données doivent obligatoirement être en géographique pour faire la transformation. La sortie, elle peut être en projeté, mais par contre, l'intrant doit être en géographique. Et on a également la possibilité d'aller chercher des données en NAT 83 SCRS via l'outil d'accès aux données de l'application Territoire. Il y a une présentation qui suit la nôtre dans la salle juste à côté, qui peut vous permettre de voir un peu comment Territoire fonctionne. C'est une application développée par le Mamro pour venir en support aux municipalités, aux MRC, aux régions, pour avoir accès à de l'information qui provient des différents ministères et organismes. J'ai quelques captures d'écran à la fin pour vous montrer les possibilités là, au niveau des projections puis au niveau des formats disponibles dans Territoire. Bon, c'est à mon tour. Oui, Les unités de voisinage. Parfait. Un petit break. Oui, il faut juste... Bon. En ce qui concerne les unités de voisinage, un des commentaires que vous avez... Oui, il y a une question encore? L'accès au territoire, c'est où ils vont présenter ça? Juste à la salle à côté. La salle A. À 11h30. Oui, c'est ça. Il est quelle heure? Vous êtes jusqu'à là, il est moins 20. Ah, je vous on a le remercie. temps. Encore 40 ou 40. Bon, c'est bon. Donc, les unités de voisinage. Il y a un commentaire qui nous avait été fait à l'effet que les normes de représentation et de numérotation des unités de voisinage ne permettraient pas de les identifier adéquatement et de regrouper la totalité des unités d'évaluation selon leur spécificité. Bon, d'abord, je vous rappelle que peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous l'apprendre dans ce cas-là. Et l'unité de voisinage, c'est une notion qui est propre à l'évaluation foncière municipale au Québec. Vous ne retrouverez pas ça dans d'autres domaines. C'est vraiment le regroupement des unités d'évaluation pour en faire un objet d'analyse. C'est-à-dire pour faire des analyses, développer des paramètres. La définition d'une unité de voisinage, c'est tout simplement le regroupement d'unités d'évaluation contiguës qui ont à peu près les mêmes caractéristiques d'homogénéité au niveau du bâtiment, au niveau du terrain. Ça va? Donc, c'est à ça que ça sert, les unités de voisinage. C'est pour, justement, permettre à l'évaluateur d'établir des paramètres d'évaluation qui vont être communs à l'ensemble des propriétés qui sont dans cette unité de voisinage-là. Et c'est une question de transparence, c'est que tout le monde va être évalué selon les mêmes paramètres. Donc, équité, parce que le rôle d'évaluation, l'une de ses principaux objectifs, c'est l'équité. L'équité fiscale, l'équité de l'évaluation. Et en plus, justement par rapport à la question tout à l'heure, la taxation, pourquoi on utilise le rôle d'évaluation pour des fins de taxation? C'est parce qu'encore là, c'est une forme d'équité pour laquelle personne ne peut se sauver. Là. Un immeuble, là, c'est dur à cacher, sur le terrain. Là. Donc, que ce soit une grosse entreprise, que ce soit monsieur tout le monde, son immeuble est évalué selon des paramètres qui sont prévus par des professionnels. Donc, personne ne peut s'en exempter, à part les exemptions qui sont prévues par la loi, évidemment. Mais tu sais, excuse-moi, oui. On en a parlé beaucoup dans les médias. Je me demande où l'équité quand les propriétaires qui font beaucoup de rénovation ont un compte foncier qui augmente par rapport à ceux qui font aucun entretien puis ils ont leur évaluation reste basse. C'est pour ça qu'on a une règle au niveau de la loi sur la fiscalité municipale, l'article 36.1, qui oblige les évaluateurs à retourner au moins une fois tous les 9 ans. Donc, oui, il peut y avoir momentanément une certaine iniquité, un certain déséquilibre entre les propriétés, mais ça ne dure pas longtemps. Donc, parce qu'en plus, les évaluations, il faut comprendre que souvent, on va retourner voir les propriétés qui se sont vendues pour être sûr qu'on évalue comme il faut ce qui est vendu par rapport à ce qui n'est pas vendu. Parce que souvent, c'est ceux-là qui vont servir à établir les paramètres qui vont être appliqués à tout le monde. Donc,
Puis ensuite, ben, c'est sûr qu'il faut faire attention entre entretien et rénovation. Donc, il y a des rénovations qui n'ajoutent pas beaucoup à la valeur marchande au fur et à mesure. Puis je vous rappelle que la valeur au rôle qui est inscrite là, c'est la valeur réelle. Donc, qui est basée en grande partie sur la valeur marchande. Mais là, je ne veux pas entrer dans un cours d'évaluation, je ne pense pas qu'on soit ici pour ça. Mais c'est là-dessus que c'est fondé. Ensuite, donc, on doit se superposer aux limites des unités d'évaluation ou sur l'hydrographie et traverser ou suivre des voies publiques pour délimiter les unités de voisinage. Donc, c'est important parce que justement, il faut inclure chacune des unités de voisinage, d'évaluation dans l'unité de voisinage. Et ça, il y a un code par la suite. On dit qu'on ne peut pas traverser une limite d'unité d'évaluation dans une partie autre qu'à sa limite, parce qu'il faut savoir dans lequel elle va être évaluée. Parce que les paramètres de deux unités de voisinage peuvent être différents, même s'ils sont contigus. Et pour ça, bien, il y a un identifiant qui est un code à caractère alphanumérique. Avant, il était simplement numérique. Maintenant, on l'a élargi à alphanumérique. Il y en a qui nous ont demandé d'élargir ça à 5 ou à 6 positions. Et là, il faut comprendre que c'est un code qui n'a pas de signification. Il y en a qui voulaient associer à ça une signification, mais l'idée, ce n'est pas ça. C'est simplement les ordonnanceurs. Donc, il ne faut pas essayer d'associer à ça des définitions à n'en plus finir, puis que de toute manière, les générations futures ne sauront même pas pourquoi ça existait. Donc, l'idée, c'est vraiment de les classer par ordre numérique croissant, tout simplement. Mais avec l'alphanumérique, il y a moyen de faire une classification là, qui est vraiment très large. Point suivant. Oui. Concernant ça, les unités d'évaluation, je sais qu'on va publier un mot. C'est surtout dans les régions, les chalets, dans les boisés. Des fois, tu vas avoir 2 ou 3 chalets qui vont être dans le même bloc. Tu vas avoir la même unité d'évaluation un peu plus loin, voisinage. Il va-tu falloir qu'ils portent le même numéro ou peux-tu le conserver sur la même unité de voisinage? Ils ne sont pas ensemble. Il y a une question de logique là-dedans aussi, parce qu'évidemment, le territoire du Québec, c'est très grand et les propriétés sont très éparpillées. Donc, encore une fois, il faut être logique. C'est sûr qu'en milieu urbain, on va essayer de regrouper toutes les propriétés contiguës qui ont à peu près les mêmes caractéristiques d'homogénéité. C'est l'évaluateur, en principe, qui fait ce travail-là et qui vous donne le résultat de son travail et que vous devez, après ça, l'illustrer sur votre système d'information géographique. En principe, c'est lui qui est supposé faire ça. Mais évidemment, il peut référer à votre aide pour le faire, effectivement. Donc, là où c'est fortement densifié, ça ne cause pas trop de problèmes, malgré qu'à l'intérieur d'une unité de voisinage, ça se peut qu'il y ait du spot zoning, ce qu'on appelle en anglais du spot zoning, qu'il y ait des propriétés qui ne fitent pas avec les autres. Et ça, c'est inévitable. Et dans la description de l'unité de voisinage, parce que ça, c'est obligatoire au manuel, on doit décrire le contenu de l'unité de voisinage sous forme statistique. Donc, on va le dire qu'il y a des propriétés qui ne s'intègrent pas avec les autres. Et celles-là vont peut-être avoir un ajustement particulier pour leur évaluation. Mais oui, c'est possible d'en avoir qui ne sont pas comme les autres. Mais est-ce qu'on peut utiliser un même numéro oui. De voisinage pour plusieurs secteurs qui ne sont pas contigus, par exemple, qui ne se touchent pas? Non, on ne peut pas utiliser le même numéro d'unité de voisinage. Il faut qu'ils diffèrent. Même s'ils ont les mêmes caractéristiques, mais seulement parce qu'elles ne sont pas contiguës. Bien, là, encore une fois, ça dépend. Si vous me dites, je suis dans un rang, OK, je suis dans un rang, puis là, toutes les propriétés en bordure sont toutes construites à peu près dans la même année. C'est vraiment conforme, à peu près la même... Hein? On se comprend? Donc, ceux-là, vous pouvez les regrouper ensemble. Mais la limite de l'unité de voisinage, elle va toutes les regrouper ensemble. Donc, vous allez utiliser la voie de circulation pour les regrouper ensemble, puis après ça, bien, ça va avoir l'air en dents de scie, tout simplement. Ça va être le même numéro pour tout le monde. Au niveau de villégiature, par exemple, si on a plusieurs lacs dans un coin, c'est les mêmes réalités, c'est les mêmes caractéristiques. Il n'y a pas de chemin carrossable, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de... Oui, mais ils sont seulement pas contigus. Je peux vous dire que l'évaluateur, lui, ça se peut qu'il vous dise, oui, c'est vrai que ça se ressemble, mais le fait d'être sur un lac plutôt qu'un autre, c'est pas le même prix. Ça se peut qu'il vous le dise. Donc, c'est pour lui que vous faites ça. Donc, c'est un outil d'analyse pour pouvoir élaborer des paramètres. Donc, encore une fois,
C'est comme la théorie des toits rouges. Hein. On ne commencera pas à faire des unités de voisinage avec toutes les propriétés qui ont des toits rouges. Donc, c'est la même chose. Mais donc, c'est parce qu'on sait que dans la pratique, oui. c'est pas ça la réalité. On sait qu'en théorie, dans les volumes oui. des manuels d'évaluation, c'est bien décrit comme ça, mais dans la pratique, c'est pas nécessairement ce qu'on voit là. C'est sûr qu'on n'ira pas tenir la main à tout le monde, hein, mais en principe, je vous dirais que le manuel est là pour décrire comment ça doit se faire. Maintenant, est-ce qu'il y a des cas d'exception qui pourraient faire en sorte qu'on déroge? Ça se peut. Ça se peut. Mais il y a une question de logique, de gros bon sens. Une question oui. à gauche. Est-ce qu'une unité de voisinage est obligatoire? Oui. Oui. Chaque unité d'évaluation appartient à une unité de voisinage? Oui. Tu ne peux pas passer à côté. Il y avait une autre question là-bas? Oui, c'est par rapport justement à la numérotation. Oui. Par exemple, nous autres, à Trois-Rivières, on marchait avec un code à 4 chiffres, mais en fait, c'est un code à 5 chiffres. Oui. Parce qu'effectivement, à cause des fusions. Des fusions d'un secteur à l'autre, du B101 à Trois-Rivières, du B101 à Trois-Rivières-Ouest, c'est la même chose. On marchait avec un code à 5 chiffres. Mais là, vu qu'on est obligé de tomber à 4, il faut qu'on renumérote absolument tout. Et on perd la continuité qui nous disait que d'un secteur à l'autre, c'est exactement la même chose. On avait besoin d'un 5e chiffre pour nous montrer la distinction entre les deux. Oui. Si vous voulez garder le code à 4 chiffres, est-ce qu'il y a moyen de rajouter une colonne qui serait, par exemple, le secteur, l'enseignement? C'est la beauté de la modernisation, c'est que vous avez le droit maintenant au renseignement additionnel. Okay. Et le renseignement additionnel, ben, c'est un choix de l'organisation. Ce n'est pas le manuel qui vous l'impose, c'est votre choix à vous. Donc, si ça vous coûte des sous pour le développer, c'est votre choix. Donc, il n'y a rien qui vous empêche à associer à chacun des unités de voisinage un code supplémentaire de telle sorte à ce que vous puissiez en faire une distinction par ancienne localité. Donc, à l'enfusion. Mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il faut que ce soit vu comme étant une situation temporaire, parce que lorsque vous allez équilibrer le rôle, éventuellement, ça va évoluer tout ça. Et c'est possible que vous ayez à faire des regroupements d'unités de voisinage ou encore des fusions, des morcellements d'unités de voisinage. Donc, et ça, ben, l'unité de voisinage, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, il ne faut pas penser que chaque unité de voisinage est là pour rester indéfiniment. C'est pas vrai. Par contre, si on fonctionne comme ça, avec le code d'unité de voisinage dans votre champ et un code de plus d'un secteur dans un champ personnel, quand on va l'exporter en GML, l'envoyer au ministère, vous allez vous retrouver avec des codes identiques dans plusieurs secteurs qui sont discontinus parce que vous n'aurez pas notre champ. Oui, ça ne causera pas de problème pour nous parce qu'on n'en fait pas la même utilité. Okay. Oui. D'abord, monsieur, ensuite vous. Si on a deux unités de voisinage voisinantes qui sont séparées par une rue qui est pour rôle, est-ce qu'on peut mettre la limite commune en plein milieu de la rue? Oui. Okay. C'est comme si tu passais au travers un lot qui n'appartient à personne. Oui, monsieur. Qui a accès soit à l'information descriptive ou à l'information géométrique des unités de voisinage? Est-ce que les citoyens ont accès ou c'est seulement les municipalités, les évaluateurs? Les unités de voisinage, le citoyen a accès à ce qui apparaît sur le système d'information géographique, puisque le système d'information géographique est public. Okay? Pour ce qui est de la description, ben, il faut qu'il y ait au bureau au service d'évaluation concerné. Mais il peut avoir accès à ça, effectivement. Parce que c'est impersonnel. C'est des statistiques sur le nombre d'unités qu'il y a dans ça, c'est quoi l'âge moyen des unités d'évaluation, etc. Des bâtiments, ça va? Donc, ça répond à ça. Maintenant, renseignement géographique sur le cadastre, précision des coordonnées d'un sommet. Donc, les normes concernant l'alignement topologique des différentes couches de renseignement seraient trop exigeantes pour certaines thématiques. Donc, évidemment, nous, on avait dit c'est 5 cm qui était le minimum en bas duquel on devait ça concernait un seul sommet. Donc, ce qu'on dit, c'est que l'alignement topologique des couches doit se faire en fonction des limites de l'eau. La distance entre les sommets doit respecter les règles d'alignement topologique et, lorsque c'est le cas, peut être inférieure au minimum de 5 cm. À partir du moment où ça respecte les règles d'alignement topologique, ben oui, on peut être encore plus précis. Mais 5 cm, c'est quand même assez précis. Mais ça se peut que vous les receviez encore plus précis que ça par la NRL. Donc, nous, on s'est dit, bon, ben, vu qu'ils l'ont reçu, c'est précis, ben, pourquoi leur obliger de ramener ça à un niveau moins précis? Vous pouvez le tolérer à ce moment-là, tout simplement. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est pas le jargon, c'est dans le fond. OK. Renseignement géographique sur le cadastre.
subdivision d'un lot rénové. Le numéro de lot doit inclure la subdivision. Ce qu'on a changé, c'est qu'on permet maintenant 15 caractères au lieu de 13. Donc, tous les domaines autorisés pour le suffixe, et le suffixe peut être formé au maximum de 3 caractères. Un suffixe, c'est un renseignement qui est purement administratif. Ça n'existe pas dans le système, en tout cas vous me corrigerez si je me trompe, mais ça n'existe pas dans le système du registre foncier. Mais parce que le territoire du registre foncier et le territoire des municipalités peut être différent des fois par rapport au lot du cadastre, par exemple, une limite municipale pourrait couper un lot en deux. Donc, par le fait même, ça prend un suffixe pour pouvoir accéder à un lot plutôt qu'à l'autre. Parce que je vous rappelle que c'est une clé d'accès sur le numéro de lot. On peut faire une recherche par numéro de lot. Donc, si on tombe sur un numéro de lot qui est divisé dans 2 municipalités, il faut être capable d'y accéder. Le suffixe est une façon de les distinguer. Ça peut être vrai aussi en fonction de la définition de l'unité d'évaluation. L'article 34 de la LFM dit c'est quoi une unité d'évaluation, comment on le définit. Et évidemment, c'est le regroupement d'un plus grand nombre de lots qui appartient au même propriétaire, qui sert à la même fin d'utilisation et qui peut être vendu en un seul bloc. Donc, il vient de vous définir ce qu'était une unité d'évaluation. Donc, à partir du moment où on a des usages différents, on pourrait choisir de faire 2 unités d'évaluation distinctes. Donc, on est obligé à ce moment-là de séparer notre lot en fonction de lignes fictives, et le suffixe va servir à ça. Ça répond à votre question? Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question. Oui. Je suis pas évaluateur, je ne travaille pas dans une ville. Non. Mais la subdivision d'un lot rénové, ça se peut pas. Non. Non. Ça se peut pas. Ça ne s'utilise pas un lot rénové en tirer quelque chose. C'est que les 2 lots vont être remplacés par 2 lots distincts. Oui, mais l'évaluateur pourrait décider d'en faire 2. Je vous l'ai dit, c'est purement administratif. Oui. Pour d'autres raisons. Moi, je peux vous dire que mon beau-père est pris comme ça. Hein. La maison est à 40 dans une municipalité et 60 dans l'autre. Il couche une place puis il mange à l'autre. Ce qu'on a voulu apporter dans cette diapositive-là, c'est vraiment, il y avait une ambiguïté au niveau du nombre de caractères pouvant être utilisés. Est-ce qu'on conservait, est-ce que le suffixe comprenait les espaces et le tiret? Là? Donc, on veut juste clarifier que c'est vraiment 3 caractères, jusqu'à 3 caractères, étant donné que tous les domaines sont autorisés. On peut utiliser qu'un seul caractère, on peut en utiliser 2. Ils peuvent être alphanumériques, il n'y a aucun problème, étant donné que tous les domaines sont autorisés. Oui? On sait qu'avec la rénovation cadastrale, ils sont rendus à 8-9 millions presque, donc le 10 millions va approcher bientôt. Est-ce que le nombre de caractères va changer à ce moment? C'est sûr qu'on va l'adapter à ce moment-là, mais nous, ce qu'on nous a dit, c'est que 10 millions, c'est encore avant. C'est pas avant 10 ans au moins, si c'est pas plus. C'est ce qu'on nous a dit. Moi, je me fie à ce qu'on nous a été dit. Mais oui, il y a de la flexibilité pour le changer. Là. Et je vous dirais que les attributs qui sont associés à chacun des renseignements prescrits, ça n'a jamais été aussi facile de les changer qu'actuellement, vu que c'est modernisé, c'est en XML, tout ça. Donc, avec les attributs. On a une question derrière. C'est 2. La première, c'est que le champ est déjà à 75 caractères, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il incluait aussi les numéros de lot non rénovés. Là-dessus, il n'y a pas de contrainte. Par contre, moi j'avais une question, c'est dans le rôle, quelles sont les contraintes au niveau du nombre de caractères pour les subdivisions? Dans le rôle, dans le dossier de propriété? Est-ce que c'est la même nomenclature? Oui, c'est la même nomenclature. Oui, c'est la même. On a fait un effort pour être uniforme assez partout. Mais s'il y a des cas, oui, mais... Non, le rôle d'évaluation, c'est 7 caractères pour le numéro de lot, puis il n'y a pas d'espace de tiret, il n'y a pas d'espace... Mais il y a une possibilité de 3 caractères. Il y a un champ caractères supplémentaire. Pour le suffixe. Oui, il y a pour le suffixe, mais il n'y a pas d'espace pour le numéro de lot. Parce que si on regarde, le SIG, dans le fond, le 15 caractères, c'est pas réel. En réalité, c'est 3 niveaux différents, puis c'est... Pour le numéro de lot, c'est un certain nombre de caractères. Je me souviens que vous m'en aviez parlé tout à l'heure, c'était une difficulté, mais il faut comprendre que dans le rôle, c'est la donnée brute. Alors qu'ici, on tient compte, je corrigerai ça aussi, on tient compte des espaces, je crois. Oui, dans les 15 caractères, là, il y a alors l'espace. Que dans le rôle, on ne tient jamais compte d'espace. L'espace et le tiret est compris dans le 15 caractères. Donc, c'est 7 plus 3, on arrive à 10, plus
les espaces entre la centaine, le millier et les deux espaces de chaque côté du tiret et le tiret, on arrive à 15 caractères. Mais c'est juste que nous, pour peupler, dans le fond, le SIG, on prend les données du rôle. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... Il y a une transformation. Oui, le GML, le XML qu'on envoie au MAMRO, c'est ces données-là qu'on prend pour envoyer sur le SIG. Donc, à ce moment-là, il faut dire, OK, bien, mets un espace pour entre telle ligne et telle ligne. Donc, c'est de la programmation de plus à faire. Donc, s'il n'y avait pas d'espace, on n'aurait pas besoin de mettre cette programmation-là de plus lors de la... Les espaces ne sont pas prescrits, en fait. C'est jusqu'à 15 caractères disponibles. Mais on n'est pas obligé de mettre les espaces? Je ne crois pas qu'ils soient prescrits. Les espaces sont prescrits? De mémoire, je ne me souviens pas. Il faudrait que je regarde dans les attributs. Oui, bonjour François. Il y a le champ pour l'affichage, qui est je ne sais plus le numéro, le CSI 0423C, je pense, pour la couche. Mais il y a aussi le champ qui sert de clé de validation. Et lui n'a pas d'espace. Celui pour l'affichage, il y a des espaces. Donc, c'est une petite nuance. Oui, mais je suis conscient que peut-être à ce niveau-là, une différence entre le rôle et le système d'information géographique. Mais il faut comprendre que toutes les données à la base du rôle, au niveau du dossier de propriété, c'est des données brutes. Il n'y a jamais de milliers. Même la décimale, là, la virgule ne fait pas partie de l'attribut. Donc, elle est déjà prévue. Et en plus, dans le format XML, on ne parle pas d'une virgule, on parle d'un point, qui doit être transformé en virgule quand on l'affiche. Oui. Moi, j'ai une question par rapport aux données municipales. Pensez-vous qu'ils vont être refaits suite à la rénovation cadastrale? Mettons que l'eau passe par rapport à un ruisseau, il y a le pantard passe, ben là, c'est changé. De l'eau, mettons, le propriétaire est plus loin, il a une série d'eau, mettons. Je ne suis pas en mesure, malheureusement. Je suis pas en mesure, malheureusement, de spécifier par rapport au MRN qu'est-ce qu'ils vont décider à ce niveau-là. Malheureusement, je n'ai pas cette réponse-là. Les limites administratives sont quand même mises à jour à chaque mois. Ça, c'est nous qui s'en occupons. Les limites administratives. Mais ils ne sont pas précis. Ils sont 1 millième. Ils sont 20 millième, oui. C'est pas précis, ça. C'est le MRN qui les fixe. Oui. Les limites administratives. On leur donne les coordonnées puis ils les fixent. En tout cas, c'est une donnée que je n'ai pas, malheureusement. J'avoue mon... C'est le MRN, c'est une donnée qui provient du MRN. J'avoue mon ignorance de ce côté-là. Maintenant, on va accélérer. Oui. OK, renseignements géographiques sur le cadastre. Donc, deux renseignements apparaissaient en format unique, alors qu'ils ont une certaine multiplicité, c'est-à-dire qu'on peut leur associer des flèches de renvoi, des rayons de courbure et des mesures de ligne de l'eau pour des lots différents. Donc, on a changé leurs attributs pour les rendre multiples et le niveau de multiplicité de 2. Donc, ça veut dire qu'on peut associer au moins 2 lots à une flèche de renvoi qui s'attribue autant à un lot qu'à un autre. Donc, c'est simplement ça qu'on a fait comme modification parce que c'est pour éviter justement la surcharge d'informations sur l'illustration. C'est à toi. C'est la suivante. Parfait. Donc, on continue avec une autre flexibilité qu'on a amenée au manuel. Au niveau de la disposition des annotations, on exigeait auparavant de replacer plusieurs annotations. On a revu un peu notre façon, en fait, la prescription, c'est le mot d'ordre qui règne, c'est vraiment la lisibilité. On va venir repositionner les étiquettes qui sont inversées. Pour sûr, là, on a différents points d'ancrage. Il y a également, là, on connaît tous l'espèce de 360 là, avec l'orientation des étiquettes. Donc, une étiquette doit toujours être bien orientée pour qu'on puisse la lire, elle ne doit pas être inversée. Il y a également au niveau de l'ancrage des étiquettes, vous recevez des données du ministère des Ressources naturelles qui sont souvent ancrées au centre-centre. On lisait dans le manuel un ancrage habituellement bas-gauche. On permet, mais en fait, dans le domaine, il y avait toujours la possibilité d'utiliser les 9 positions, mais lorsqu'on lisait le texte, il y avait une position qui était prescrite. Donc, on a rajouté un petit mot dans le texte disant que cette position-là était préférable. Par contre, si vous décidez d'ancrer vos étiquettes
à un autre point que celui qui est dans le texte, c'est bien sûr de faire référence au point d'ancrage pour le renseignement correspondant, tout simplement. Toujours au niveau des étiquettes, on m'a demandé de revoir au niveau de la flèche de renvoi pour le numéro civique. Déjà qu'il y a beaucoup d'informations qui apparaissent au niveau des étiquettes. La flèche semblait superflue. On avait déjà le dièse devant le numéro civique. Le numéro civique était collé à la ligne de façade, donc ou tout près du moins. Donc la flèche demeure là. Ceux qui veulent utiliser la flèche de renvoi pour le numéro civique, ils peuvent le faire. Ceux qui préfèrent alléger les annotations, les étiquettes pour une meilleure lisibilité, c'est possible maintenant de ne pas mettre la flèche de renvoi. Oui? Vous avez un terrain vacant, pas vacant, construit, mais qui est enclavé. Puis il est construit, puis il est enclavé. Oui. Il y a des rues de numéro civil. Il n'y a pas de rue. Ben, en fait, il serait probablement vous allez le mettre en front, pareil. En front de la rue, mais sur la ligne. Oui. Parallèle à la rue. Oui, vous le mettez en front. En front, là où il aurait été s'il y avait eu une rue publique. Mais j'imagine qu'il y a un droit de passage de toute façon. Donc, ben oui, parce qu'au Québec, on n'a pas le droit d'être enclavé. Donc, en principe, il y a un droit de passage. Donc, en principe, vous allez mettre le numéro civique, puis encore là, le numéro civique réfère à la rue par laquelle on accède au droit de passage. Donc, on le met là. Donc, excusez-moi. Oui. Une question par rapport au numéro civique. Oui. C'est qu'il reste quand même des cas assez particuliers. Je suis en train de créer la cour, justement, moi. Et, tu sais, par exemple, des grandes propriétés agricoles, que la rue n'est pas cadastrée, mais c'est une rue nominée et se trouve sur la propriété. Donc, c'est impossible de mettre le numéro civique en façade parce que la rue sur laquelle se trouve le numéro civique est dans la propriété. Et ça, il n'y a rien dans le manuel. Il y a des cas comme ça qu'au fond, c'est un peu avec la logique, on le met. Encore une fois, c'est une question de gros bon sens parce que le manuel ne peut pas prévoir toutes les situations qui peuvent exister à travers la province. Donc, c'est une question de gros bon sens, c'est juste de le mettre là où il serait normalement pour s'il y avait une voie publique qui passait en front, tout simplement. Finalement, on le met, c'est ça. On n'utilise pas de flèche, on le met. Déjà qu'il y a le dièse qui le présente, là. Donc on le reconnaît assez facilement, le numéro civique. Est-ce que quand tu as une lettre d'attribuer au numéro civique, est-ce qu'elle doit être en majuscule, minuscule, parce qu'on n'a pas eu vraiment de directive au niveau du cible là-dessus. Par contre, au niveau du rôle, on préconise la majuscule. Mais dans les exemples, on la voit en minuscule. Donc, je vais vous dire, on ne préconise rien au niveau du rôle. C'est une interprétation que les gens en font, parce que la question m'a déjà été posée. Encore là, c'est une question de gros bon sens. Puis, on a des règles à suivre en termes de présentation de l'information au niveau linguistique. Il y a l'Office de la langue française là, qui dit comment présenter le texte normalement qu'on écrit. Donc, on se fie à ça, tout simplement. Donc, majuscule, minuscule, selon le cas. Niveau de l'eau en renvoi. On dit matricule en renvoi. 90 ou on va jouer sur un peu suivant. C'est toujours la règle de lisibilité. Okay. Tout le temps. C'est bon. Ce qui est par rapport aux mesures de ligne de l'eau et des informations, des éléments graphiques, on ne veut pas, c'est déjà très lourd, il y a déjà beaucoup d'informations. On nous avait dit l'obligation d'inscrire toutes les mesures de ligne de l'eau, ça l'alourdit, c'est contraignant. Donc, ces mesures-là sont requises seulement pour les lots irréguliers. Donc, on comprend bien que quand on a des lots réguliers, ça devient redondant, c'est de l'information qui n'est pas pertinente. Les éléments graphiques peuvent être attachés à plusieurs lots. On peut utiliser une séquence 1, 2, 3, etc. Le document le permet. Et puis, les lots peuvent être liés entre eux par le matricule, le numéro de matricule et les clés de validation pour retrouver ces informations-là. C'était juste un petit rappel. Il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là. Bon, j'ai un problème dans ma présentation, je m'excuse. Je vais toutes les faire afficher, comme ça on n'aura pas de petite coquille, désolée.
On tombe dans la foire aux questions. C'est notre dernière section pour la présentation. On a à peu près 3 diapositives de foire aux questions. Puis j'ai mes 4 petites captures d'écran qui présentent un peu le territoire pour aller chercher le NAT 83 SCRS via l'accès aux données de territoire. Donc la date de création, la définition dans le manuel d'évaluation foncière, évaluation de 2013, la date de 2013, c'était pas très clair. On l'accorde. Donc, on a reformulé qu'il s'agissait de la date à laquelle la majorité des renseignements étaient stockés et que le cycle devenait fonctionnel et que les mises à jour pouvaient débuter. Donc, c'est la date de création. C'est la première date, en fait, là, du cycle. L'autre élément l'autre question qui avait été posée, c'est la mise à jour du SIG. En fait, au début, on avait parlé de synchronisation. On disait que le rôle devait être synchronisé avec le SIG. Certains nous ont dit que c'était irréaliste de demander à ce que ce soit synchronisé. Donc, on comprend que la mise à jour du SIG se fait en continu et dès qu'il y a une nouvelle information qui vous est connue, vous la mettez à jour. Alors que le rôle d'évaluation, il est gelé une fois toutes les 3 ans et après ça, on fonctionne par certificat et le travail peut prendre un certain temps parce qu'il y a toujours des délais entre le moment où on voit la fin des travaux et le moment où on les porte au rôle. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est que, oui, il faut que ce soit concordant, correspondant, mais on peut aller jusqu'à un délai de 30 jours normalement. Certains nous disent que ce n'est pas encore suffisant. Pour l'instant, c'est comme ça que ça a été mis à jour dans le manuel. On va regarder pour ces cas-là, c'est quoi la difficulté, puis on va revenir avec ça si ça demande encore une fois une modification. Mais l'important, c'est que le contribuable, quand il consulte le rôle d'évaluation, quand il va voir le SIG, est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est la même information que lui aurait reçu par la suite? Et que le SIG soit plus à jour que le rôle, c'est pas si grave. En principe, le contribuable, il sait que ça s'en vient. Mais l'inverse, ça serait inquiétant. Donc, que le rôle soit plus à jour que le SIG, ça, c'est plus inquiétant. L'autre. On continue. Est-ce que des données additionnelles peuvent être utilisées dans le SIG autres que celles qui sont prescrites? Oui. Ces données-là sont permises. On peut en utiliser. Ils deviennent des renseignements additionnels. Donc, ces renseignements-là doivent être tenus à jour au même titre que les renseignements obligatoires, mais vous pouvez en utiliser, le manuel le prévoit. Échelle de représentation. Bon, la seule qui n'avait pas été mentionnée, c'est le 1 dans 50 000 dans le manuel. Évidemment, on ne vous demande pas de commencer à mettre des échelles de représentation à 1 dans 50 000 partout dans vos municipalités. Ce n'est pas ça l'idée. C'est que ça se peut qu'il y en ait qui en aient besoin pour représenter des grands territoires. On voyait la Beijing tout à l'heure, 1 dans 50 000 va être utile dans ce coin-là. Donc, on a modifié les données autorisées des attributs dans le répertoire des renseignements prescrits, de telle sorte que maintenant, le 1 dans 50 000 va être possible d'utiliser. Au niveau de la superficie en hectares, il est possible d'exprimer les superficies avec cette mesure-là. Bien sûr, il n'y avait qu'une seule décimale dans le manuel, ce qui est nettement insuffisant pour les superficies en hectares. Donc, on a augmenté à 3 décimales pour exprimer une superficie en hectares. Projection transverse Mercator, le NTN finalement. Donc, la valeur du facteur d'échelle est de 0,999 et non pas 1,00 comme c'était écrit dans le manuel. Donc, on a fait la correction. Au niveau de l'utilisation des polygones complexes, on nous a posé la question s'ils pouvaient être utilisés pour représenter un lot. La réponse est non, à l'exception des lots enclavés. Bien sûr, on comprendra que là, le polygone complexe devient intéressant. Par contre, les polygones complexes sont possibles pour dessiner les unités d'évaluation, pour représenter les unités d'évaluation. Comment constituer les données de copropriété divises? Ce qu'on vous demande, c'est de traiter que l'assiette du terrain de l'ensemble des copropriétés divises. Et ensuite, on inscrit la mention N pour dire que dans cette assiette, il y a plusieurs matricules superposées. Donc, c'est ça l'idée maintenant. Il ne s'agit pas d'aller essayer de dessiner tout le cadastre vertical qui pourrait exister. Là. Un jour, on va y arriver, j'espère bien. Peut-être, mais ça va être plus difficile à illustrer sur papier, en tout cas. Et finalement, c'est ça. On se limite à ça seulement. Puis, ça veut dire que c'est les 10 premiers chiffres du matricule qui apparaissent à ce moment-là sur l'assiette.
Et chacune des copropriétés divises est distincte de par son numéro bâtiment, s'il y a plusieurs bâtiments, ou de par son numéro local, lorsqu'il y a plusieurs locaux concernés, que ce soit des logements ou d'autres locaux. Comme on l'a mentionné précédemment, comme ça je vous l'ai dit, la diffusion sur le web est totalement facultative. Par contre, oui, ce ne sera pas long, Patrice, je vais juste terminer cette fac-là, puis je reviens avec tes propriétés divises, tes copropriétés. Donc, si vous diffusez sur le web, vous pouvez le faire. Par contre, vous devez vous conformer aux règles de représentation publique de la partie 2B. Je ne les énumérerai pas, là, je voulais juste revenir rapidement sur ce point-là. Je posais la question, c'était quoi le régime derrière la mention M? Multiple matricule. On peut prendre les deux comme on veut. Mais la multiplicité apparaît à plusieurs endroits maintenant au niveau du rôle d'évaluation dans les attributs. Donc, pour nous, ça nous apparaissait logique d'utiliser le. C'est parce que nous, dans l'ancienne version de la matrice, on mettait le numéro de dossier. Oui. Vous les mettiez tous? C'était aléatoire. OK. Là, vous allez ça ne sera pas aléatoire. Pour le GML, ça, oui. Quel est le format du GML qu'on doit fournir? La version du GML à fournir apparaît sur le site web du MAMRO à l'adresse suivante. Donc, évidemment, ça, c'est une vieille adresse, là, parce que maintenant, ça va être MAMO. On a perdu le R. Et on m'a fait remarquer qu'il y avait quelques coquilles dans le GML. Je n'ai pas eu le temps, malheureusement, de le mettre à jour avant aujourd'hui avec l'application territoire qui a été modifiée dernièrement. Il y a quelques coquilles qui seront mises à jour. J'espère être capable de déposer un nouveau GML d'ici 1 à 2 semaines. Donc, les adresses pour chacun des fichiers concernés, pas des fichiers, mais des couches concernées, apparaissent ici à l'écran. Donc, vous pouvez aussi, la mémoire étant une faculté qui oublie, vous pouvez aller chercher ça sur notre site web du MAMRO. On a les adresses qui sont concernées aussi. Donc, une petite note pour finir, pour faire le lien également avec la présentation qui suit, qui sera faite par Anne-Marie Plante et Amélie Bernier, par rapport à Territoire qui est, comme je vous disais, un outil, une application qui vous permet d'aller récupérer, de visualiser dans le navigateur et de récupérer des données via l'accès aux données. Donc, le volet accès aux données a été mis en ligne le 31 mars, 1er avril, dans ces eaux-là. Donc, vous reconnaîtrez, j'ai été sélectionnée le territoire de Drummondville. Donc, les sélections sont possibles par zone d'extraction. Je ne rentrerai pas dans les détails. Comme je vous dis, mes deux collègues, ils le font juste après. Il y aura une présentation complète de l'accès aux données. Je voulais juste vous mentionner que c'était possible d'aller chercher le plan cadastral, soit en AD83 d'origine ou encore en AD83 SCRS. On peut également spécifier dans quel système de coordonnées nous voulons recevoir les données, que ce soit du géographique, du projeté, MTM, UTM. Il y a également différents formats qui sont accessibles via notre application. Donc, ceux qui travaillent en AutoCAD, vous n'êtes pas oubliés. On vous a gardé une petite place. Donc, c'est possible de recevoir les données dans le format que vous désirez. Et il y a également une zone tampon qui peut être fait également. Donc, un outil très flexible qui vous permet d'aller récupérer les données. Oui? Moi, j'ai une question par rapport à quand on parle de système d'information géographique public, mais en même temps, on n'est pas obligé de le mettre au niveau du web. Sauf que ça veut dire que, exemple, moi, je suis citoyenne de Verchères, je vais aller consulter le système d'information géographique, je peux me rendre à la municipalité et là, je vais avoir un poste Au bureau du greffier, il doit y avoir un poste disponible. Au bureau du greffier de chacune des municipalités? Local. Local, Ouais. OK. Ça ne peut pas être nécessairement au niveau de la MRC, il faut que ce soit Non. pour chacune des municipalités. C'est vrai pour le rôle d'évaluation, c'est vrai pour le système d'information géographique, parce que ce sont les deux documents que tout contribuable a le droit de consulter. OK. Sinon, une fois qu'il est sur le bureau du greffier, il y a possibilité d'ouvrir ce système-là, de chercher justement les informations qu'on veut, les propriétaires, et tout. Par le rôle avec 3 clés d'accès, par le territoire, comme si on était en adresse. Écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, discussions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez particulièrement